Moins d'une demi-heure des questions au gouvernement que vous allez pouvoir suivre en direct et en exclusivité sur LCP. Place à présent au débat des députés autour de ces questions. Et pour ce débat, j'accueille Marie-Christine Dalloz. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Jura. Et puis Fabien Matras, bienvenue. Bonjour, député La République En Marche du Var. Alors nous allons analyser et débattre des questions qui seront posées au gouvernement. Clément Perrault, vous avez pu les consulter, ces questions. Alors sur quel sujet les députés vont-ils interpeller les ministres ? Bonjour Brigitte, alors aujourd'hui dans l'hémicycle, il sera question des privatisations prévues dans le cadre du projet de loi Pacte. Ce projet de loi, il va passer aujourd'hui en deuxième lecture à l'Assemblée. Ces privatisations, elles concernent Aéroports de Paris, la Française des Jeux ou encore Engie. Il y aura deux questions, une du groupe socialiste et une du groupe En Marche. La question du climat va également s'inviter dans l'hémicycle. Il y aura ce vendredi une grève internationale, scolaire et étudiante. Une grève surtout européenne dont l'objectif est de mettre la pression sur les dirigeants face à l'urgence climatique. Il y aura une question de la députée communiste Elsa Fossillon qui sera avec moi dans quelques instants. Une question donc sur ce mouvement qui draine déjà pas mal de jeunes manifestants, notamment en Belgique. Toujours en Europe, y a-t-il de la friture entre Paris et Berlin? En tout cas, ce week-end, la nouvelle présidente de la CDU, le parti d'Angela Merkel, a répondu à la lettre ouverte d'Emmanuel Macron aux citoyens européens. Une réponse pour le moins sèche. Il y aura une question sur le sujet de la part du groupe Les Républicains. Enfin, il sera question également de l'Algérie avec une question du groupe socialiste. Merci Clément pour toutes ces précisions. Et parmi les questions posées par les députés, vous l'avez dit, celle du groupe Les Républicains sur la réponse de la présidente de la CDU allemande à la lettre d'Emmanuel Macron sur les européennes. C'est Raphaël Schellenberger, député Les Républicains du Haut-Rhin, qui est à votre micro pour nous faire part de cette question, Clément Perrault. Oui, bonjour Monsieur Schellenberger, vous êtes membre également de la Commission aux affaires européennes. Votre groupe, Les Républicains, va donc interroger le gouvernement sur cette petite passe d'armes, on va dire, qui a eu lieu ce week-end entre Paris et Berlin. Je vais rappeler ce qui s'est passé. Annegret Kramp-Karrenbauer, la nouvelle chef de la CDU, le parti d'Angela Merkel, a répondu dans la presse allemande à la lettre ouverte d'Emmanuel Macron aux Européens. Elle a critiqué un certain nombre de propositions qu'avait fait Emmanuel Macron, notamment le bouclier social européen. Est-ce que cette petite passe d'armes, elle vous inquiète pour la relation franco-allemande ? Elle m'inquiète pas davantage. Ce qui est certain, c'est que cette passe d'armes, elle démontre encore une fois que Macron est complètement isolé sur la scène européenne. Il nous a fait croire dans le débat politique français qu'il était le leader incontesté du mouvement en Europe, alors qu'en réalité, il est tout seul. Il n'a pas de parti à l'échelle européenne, il n'a pas de partenaires politiques, il n'a pas de personnes avec lesquelles s'engager pour mener une politique à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a dans son discours, c'est on veut de l'Europe, on veut de l'Europe, on veut de l'Europe. Je suis la seule voix de l'Europe. Son clip de campagne est assez hallucinant, sans nous dire qu'est-ce qu'il va changer, comment il va le changer et surtout avec qui, parce qu'à 27, il faut travailler avec des alliances, il faut travailler avec des collègues. Aujourd'hui, il n'en a pas. Alors Monsieur Schellenberger, vous êtes député en Alsace et il y a une question, je pense, qui vous intéresse tout particulièrement. Elle y a fait allusion dans sa tribune, la nouvelle présidente de la CDU. Il y a à Berlin la tentation d'avoir un Parlement européen qui serait uniquement à Bruxelles et non plus à Strasbourg, qu'il n'y ait plus de séance à Strasbourg, la fin du Parlement européen à Strasbourg. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'envisageable ? La lecture de la tribune de la chef de la CDU, elle est assez intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les seuls points sur lesquels elle dit être d'accord avec Emmanuel Macron, c'est ceux qui sont au désavantage de la France. C'est le Parlement européen, dont on voudrait un siège unique à Bruxelles. C'est le siège de l'ONU français qu'on voudrait voir transformé en siège européen. Et bien là-dessus, moi j'attends de la part d'Emmanuel Macron une position ferme, car c'est le seul chef d'État de la Ve République en France qui n'ait pas été suffisamment clair sur ce sujet-là. Depuis qu'il est président de la République, il n'a pas été clair sur la question du siège du Parlement européen, qui est dans les statuts de l'Union européenne à Strasbourg, qui doit l'être. C'est le symbole de la réconciliation franco-allemande, c'est le symbole de l'Europe des civilisations, de l'Europe des peuples, et c'est aussi et surtout le symbole aussi à l'échelle européenne, il y a une séparation des pouvoirs, y compris dans l'espace.
Merci, Monsieur Schellenberger, d'avoir répondu à nos questions. En attendant les réponses du gouvernement donc sur cette mini-crise avec la CDU, le parti d'Angela Merkel, le parti le plus puissant en Allemagne. Merci à Clément Perrault. On en parle avec vous, Fabien Matras. Est-ce que c'est pas un camouflet pour Emmanuel Macron, cette tribune de la présidente de la CDU et qui, en fait, affiche finalement nos différences avec l'Allemagne à quelques semaines des élections européennes? Non, je crois pas. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a un débat qui s'est créé suite à la lettre du président de la République. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant pour les élections européennes. En tout cas, c'est le but d'une élection, de débattre de projet. J'entendais Emmanuel Macron isolé. Non, c'est faux. On a déjà l'Espagne, le Portugal, la Finlande. Il y a certains pays qui déjà ont fait part plutôt d'un accord avec le projet qui était présenté par le président de la République. Et puis après, je crois qu'il faut qu'on arrive à débattre et à trouver des convergences et des divergences. Mais je crois qu'on y arrivera. C'est le but d'une campagne. Et ensuite, la politique, c'est ça aussi. On peut pas être toujours d'accord sur tout. Marie-Christine Dalloz, on dit on peut pas être d'accord sur tout. Il y a quand même des grosses différences entre les Républicains et la CDU allemande, le parti conservateur, un peu votre parti frère. En Allemagne. Bien sûr. Il y a des vraies ressemblances entre la CDU et nous. D'ailleurs, Angela Merkel, dans le passé, avec notamment Nicolas Sarkozy, avait créé de vrais liens. La réalité aujourd'hui, et quand j'entends mon collègue de la majorité aujourd'hui française dire le président, il y a des pays qui le suivront, et puis d'autre part, enfin, quand vous revendiquez l'Italie, quand on sait aujourd'hui l'Italie dans quel contexte politique elle vit, ou l'Espagne. La réalité, c'est qu'on aborde des élections européennes. Et Emmanuel Macron s'est trompé de cible par rapport à sa tribune. C'est-à-dire qu'on a un problème français, on lance un grand débat en France, et il a eu l'impression de faire un débat qui dépassait les frontières françaises en mettant une tribune aux 27 pays européens. Enfin, où est-ce qu'on a vu ça? Il fait une campagne européenne, d'accord, mais il l'a fait en France. Et plutôt que d'envoyer ce clip, enfin cette tribune à l'ensemble des pays, je crois qu'il devrait d'abord, avant de donner des leçons à l'ensemble des 27 autres pays, 26 autres pays européens, regarder un petit peu ce qui se passe dans son pays. Les fractures, qu'elles soient sociales, géographiques, elles n'ont jamais été aussi. Mais vous voulez pas de campagne européenne alors? Il faut quand même bien qu'il y ait une campagne la campagne européenne, elle se fait à l'échelle de la France. La France, elle va voter au niveau de la France. Ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est à créer une coalition avec un parti politique. Bien sûr, je vais vous donner un exemple très précis. Je siège à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en tant que députée française. Eh bien, depuis maintenant 2 ans, depuis les dernières échéances électorales, la France, la majorité française, ne siège dans aucun groupe. C'est-à-dire que la majorité de notre pays n'a plus de voix à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est quand même édifiant de voir ça. Sauf que pour l'instant, les élections européennes, en tout cas les sondages, vous donnent en tête ou au coude à coude avec le Rassemblement national. Vous êtes confiant? Il faut se méfier des sondages, surtout quand ils ont lieu avant même que la campagne ait réellement commencé. Mais oui, c'est plutôt bon signe. En tout cas, on va pas le prendre mal et on va pas dire qu'on est insatisfait des sondages qu'ils nous donnent en tête. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que je comprends pas bien en fait la position des Républicains. Le chef de l'État présente un projet européen à travers une tribune qui est adressée à l'ensemble des citoyens européens. Je crois que ce serait intéressant qu'on puisse débattre de ce projet-là. J'aimerais entendre moi les propositions des Républicains sur. Alors il n'y a pas eu de projet affiché côté Républicain, ça c'est vrai. J'ai envie aussi de connaître la position des Républicains qui font partie du PPE au niveau européen et la CDU également, qui parle de transférer le siège de la France aux Nations Unies à un siège qui serait européen. Moi, j'aimerais entendre les LR dire qu'ils y sont défavorables et puis présenter un projet européen, comme l'a fait le chef de l'État dans sa lettre. Et je crois que c'est plutôt bien qu'au moment d'une campagne européenne, on puisse avoir un débat qui remplace pas le débat national sur les enjeux nationaux, mais qu'on puisse avoir un débat aussi européen sur un véritable projet européen. Je crois que l'Europe. Est-ce qu'effectivement Laurent Wauquiez va aussi faire une tribune? C'est que nous avons un parti qui s'appelle le PPE. Donc le PPE européen va avoir une feuille de route au moment de la campagne. Sur le siège de la difficulté aujourd'hui. La difficulté aujourd'hui, parce que la lettre, je l'ai lu attentivement, la lettre du président de la République. Sincèrement, dire il faut réformer Schengen, réformer les accords de Schengen. Non mais il faut pas être président de la République pour imaginer ça. Tout le monde pense qu'il y a une réforme, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit, qu'il y a une réforme de Schengen, des accords de Schengen à mettre en œuvre. La réalité sur la sécurité, sur l'immigration, qu'est-ce qu'il dit? Rien. Et puis vous venez de le dire.
effectivement, le président de la République est rentré en campagne européenne. Est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est le rôle d'un chef de l'État avec une situation aussi Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas quand même, les présidents qui lancent la campagne? Un président de parti lance la campagne. Un président de parti politique lance la campagne. À ma connaissance, Emmanuel Macron n'est plus président de son parti politique. Non, j'ai pas dit ça. Il est à l'initiative de sa formation, mais il n'est pas président de son parti. Il est président de la République. Il est président de tous les Français. Est-ce qu'il doit donner une orientation de sa marque politique à l'ensemble de l'Europe? C'est la question à se poser aujourd'hui. Et puis moi, j'attends un peu de voir au niveau du CSA comment on définira sa prise de parole personnelle, enfin en tant que chef de parti, sur une campagne électorale européenne. Non, mais je crois pas que le président de la République rentre en campagne européenne, c'est pas ce que j'ai dit. En revanche, que le chef d'État de la France, qui est un des pays d'Europe, mette sur la table un projet européen, et au moment de la campagne qui aura lieu, c'est pas lui qui va mener la campagne, mais elle aura lieu cette campagne, et qu'il y ait un projet européen qui soit proposé par le président de la République ne me gêne pas, dans le sens où c'est des propositions concrètes, il faut en débattre. Après, vous disiez tout le monde est d'accord, par exemple, sur Schengen. Mais en effet, vous siégez à l'Europe depuis longtemps, alors pourquoi vous n'avez pas modifié Schengen? Mais j'aimerais qu'on connaisse vos propositions concrètes. La lettre du chef de l'État a un certain nombre de propositions concrètes. C'est de ça qu'il faut qu'on débatte. On est d'accord sur certains points, on est en désaccord sur d'autres. Après, vous dites, on fait partie d'une alliance avec le PPE. Oui, PPE qui demande aujourd'hui ce que la France transfère son siège aux Nations Unies à l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos alliés? Alors, est-ce que vous pouvez répondre là-dessus, par exemple, sur cette initiative je pense que le siège doit rester à la France. C'est la position de votre majorité. D'accord. Bon, y a pas, pour moi, ça fait pas de débat. Mais en tout cas, au sein de votre majorité, oui. Arrêtez de dire, pour ne pas faire éclater de rire l'ensemble de nos partenaires européens, parce que c'est important, ou des pays européens, que le président a fait une liste de propositions concrètes. Si. C'est un inventaire à la Prévert qui nous a fait dans sa tribune. Sur la sécurité et sur l'immigration, il dit quoi? Il faut revoir les accords de Schengen. Il dit exactement. Une phrase. D'accord, les accords de Schengen. On dit ce que vous auriez dû faire depuis déjà 10 ans. Non, sauf que la réalité aujourd'hui, c'est que revoir les accords de Schengen, enfin, un moment qu'on le dit, vous savez très bien qu'il il faut pas que le dire, il faut le faire. Non, il faut pas être tout seul pour le faire. Et aujourd'hui, il le lance, mais il est tout seul. Vous avez beaucoup de pays qui le suivent, qui ont officiellement annoncé, on est derrière le président, et on va faire une coalition avec lui. Alors cette campagne, en tout cas, elle va s'engager sur l'Europe, mais il y aura bien sûr d'autres questions posées cet après-midi dans l'hémicycle. Alors, on revient à cette séance de questions au gouvernement. Une question notamment sur la marche internationale pour le climat qui se tiendra vendredi. Question posée par la députée GDR communiste des Hauts-de-Seine, Elsa Faucillon, et elle est à votre micro, Clément Perrault. Oui, bonjour Madame Faucillon, merci d'être avec nous. Alors vous allez alerter le gouvernement sur cette grève internationale scolaire et étudiante qui va avoir lieu vendredi dans plusieurs pays européens, notamment en France. Il y aura un rassemblement qui est prévu notamment à Paris, à République. Alors ce mouvement, ce sont des lycéens et des étudiants qui veulent alerter les gouvernements sur la nécessité, selon eux, d'en faire plus face à l'urgence climatique. Est-ce que ce message des jeunes Européens, les gouvernements et notre gouvernement doivent l'entendre? Déjà, c'est un mouvement mondial. Dans de très nombreuses villes du monde, des jeunes se mobilisent en masse. Ils disent une chose assez forte. Ils veulent la liberté d'imaginer un futur sur cette planète. Et ils disent l'extrême urgence à agir, mais aussi le besoin de mesures extrêmement fortes. Je crois qu'ils en ont assez des discours main sur le cœur qui ne sont pas suivis d'actes importants. Eux, ils disent... ils réduisent leurs déchets, ils mangent bio, tout ça, mais ils savent que ça suffira pas. Le président de la République a encore renvoyé la question du changement climatique à la seule action des citoyens. Ces jeunes, ils disent que la puissance publique doit agir et notamment contraindre les puissances financières à cesser des activités qui détruisent la planète. Donc c'est des actes en ce sens qu'ils demandent. Ils voient bien qu'on est au bout d'un modèle, qu'il y a besoin d'en changer et que pour ça, c'est pas... non seulement soit des petits pas, encore faudrait-il qu'il y en ait, mais même des marches à l'inverse du défi du siècle, du défi du XXIe siècle, qu'est cette question du dérèglement climatique. Alors cela fait plusieurs semaines maintenant que ce mouvement a été lancé. Il est très suivi dans certains pays, notamment en Belgique. Il y avait plus de 70 000 manifestants à Bruxelles fin février. Pour l'instant, en France, c'est quand même beaucoup plus timoré. Est-ce qu'on peut espérer, pour vous, que, comme on dit, la mayonnaise prenne en France aussi ?
Alors c'est vrai que ça a démarré dans d'autres villes plus fortement. Ça fait que 4 semaines en France, à l'appel notamment de Greta Thunberg. Il y a aussi une marche le lendemain, le 16, qui fait la jonction entre la marche climat, mais aussi les gilets jaunes, avec l'idée justice sociale, justice environnementale, même combat. Je crois que ces jonctions peuvent donner un printemps chaud, un printemps de mobilisation. Merci d'avoir répondu à nos questions avant donc d'interroger le gouvernement sur ce mouvement. Merci Clément Perrault. Fabien Matras, est-ce que vous irez participer à cette marche pour le climat vendredi et surtout, est-ce qu'il y a suffisamment de volonté et de courage politique pour justement venir à bout de ce dérèglement climatique? Alors déjà, je voudrais saluer la mobilisation des jeunes et je crois que c'est vraiment un sujet sur lequel ils ont leur mot à dire et c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut qu'on les écoute vraiment parce que c'est un sujet important. Le ministre de l'Éducation nationale a demandé à ce que des débats aient lieu dans les classes justement sur ce sujet de l'écologie. Je crois que c'est une bonne solution. Il faut avoir confiance en la jeunesse qui a, je pense, des propositions intéressantes. Moi, je suis surpris des fois dans le cadre du grand débat, des propositions qui remontent aussi de la part des jeunes, notamment sur ce sujet qui peuvent être intéressantes. Donc vraiment rendre hommage à ces jeunes-là. Après, est-ce que j'irai à la manifestation? Peut-être, je ne sais pas encore vendredi si j'irai ou pas. Et la volonté politique, je crois qu'elle est là, mais c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on arrive, et je crois qu'au-delà même des partis politiques là, et à nous rassembler tous ensemble et essayer de trouver des solutions, parce que c'est un sujet qui est à la fois un enjeu majeur, mais un sujet qui est sensible, compliqué, parce que les répercussions que ça a, dès qu'on prend une décision en faveur de l'écologie, ça a des répercussions derrière, et il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, je crois, sur ces sujets-là. Marie-Christine Dalloz, est-ce que vous allez y participer? Non. À cette marche? Non, pour quelle raison? Parce que je suis, par principe, aujourd'hui je vote j'ai été désigné, élu par une partie de mon territoire pour les représenter à l'Assemblée nationale. C'est pas ma mission d'aller manifester. Mon combat, je le porte dans l'hémicycle avec des amendements. Et franchement, la loi sur la transition écologique, qui est encore reportée, qui a été à nouveau reportée, on nous fait croire, vous nous dites, c'est une urgence. Très bien, c'est une urgence. Il y a une prise de conscience de plus en plus généralisée aujourd'hui. Sauf que la réalité, c'est que la loi qui devait être présentée en Conseil des ministres a encore été reportée par M. de Rugy. Officiellement, pour qu'elle soit encore plus ambitieuse. Oui, chaque fois, elle va être plus ambitieuse. Il faut faire attention parce que on avait la TICPE, on a vu les effets de la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation des produits pétroliers. Et pour énergétique, on a vu ce que ça a donné. Le mouvement des Gilets jaunes, il est né de cette augmentation de taxes sans avoir pris en compte les conséquences que ça allait avoir sur le pouvoir d'achat des ménages. Il faut trouver l'équilibre de fracture entre comment aujourd'hui continuer à sensibiliser, prendre des mesures durables par rapport à l'économie, sans casser notre modèle économique et sans casser le pouvoir d'achat des Français. Ça prend du temps, du coup. Parce que regardez, la fermeture des 4 centrales à charbon qui a été décidée, on sait qu'en 2020, ça sera difficilement tenable pour des raisons d'autonomie électrique. On ne pourra pas fournir en électricité, notamment pendant les pics d'hiver, parce qu'on n'aura pas un produit de substitution immédiate. Je ne vais pas vous parler de la batterie, de la voiture, de la voiture électrique. On sait qu'aujourd'hui, on va mettre en l'air notre filiale automobile française et que la solution, elle est certainement pire pour l'ensemble de la planète, pas pour la France, mais pour l'ensemble de la planète avec la voiture électrique. C'est toutes ces réalités-là qu'il faut aborder, mettre sur la table, sans dogmatisme. Et ça doit se faire à l'échelle de l'Europe. À la construction et à l'échelle de l'Europe. Ah oui. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Marie-Christine Dalloz, députée Les Républicains du Jura, et Fabien Matras, député La République En Marche du Var.